Il n'existait aucune marge de manœuvre dans son application. Et ça nous semble être vraiment une catastrophe juridique. C'est-à-dire que ça relève de ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'impossibilité de prévoir l'infinie diversité des situations, mais on doit toujours laisser une marge de souplesse dans l'application d'un texte. À défaut de quoi le texte devient menacé d'obsolescence très rapidement, il faut le modifier, ce qui crée une insécurité juridique très grande. Et si on donne de la souplesse dans son application, on permet au texte de vivre le plus longtemps. Et je pourrais vous donner des exemples. Les textes qui ont vécu le plus longtemps sont des textes qui sont rédigés en règle générale et qui, précisément, ont traversé, sinon les siècles, en tout cas les décennies, pour connaître d'abord, au fil de leur application, une jurisprudence, une doctrine qui a permis d'en raffiner la mise en œuvre. Je souris souvent parce que, comme Serge comme moi avons été maire longtemps, on s'amuse toujours en lisant les articles du Code civil qui régissent les relations entre les époux. On se demande toujours comment, enfin on voit très vite d'ailleurs, les articles qui ont été écrits en 1804 et ceux qui ont été écrits récemment. D'abord, ceux qui ont été écrits récemment comportent 4 fois le nombre de lignes des articles qui ont été écrits en 1804, et ils sont risibles. Ils sont risibles au point que certains maires ne les lisent pas, parce que tout de même, au moment de cette solennité, avant de recueillir le consentement des futurs époux, la salle entière rigole, ce qui est quand même extraordinairement ennuyeux. Et puisque j'ai devant moi un parterre important d'ingénieurs, je prends toujours cet exemple. L'article 212 du Code civil est magnifiquement écrit en 1804. Chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives. Eh bien, je prends toujours cet exemple parce que s'il était écrit par les juristes des administrations centrales aujourd'hui, on écrirait « Chaque époux contribue aux charges du mariage selon la moyenne pondérée des 5 dernières années de revenus, etc. » Ça serait tout à fait extraordinaire et nous aurions 10 lignes, probablement, pour l'écrire. Et donc, ça vous donne l'exemple sur la stratégie éditoriale normative de juristes qui manquent d'expérience. Enfin, et c'est vous qui êtes beaucoup mieux placé que moi pour l'apprécier, il nous a semblé, Serge Lemelquier est bien plus compétent que moi sur ces sujets, et vous également, le texte ne répond pas aux objectifs qui sont fixés par la loi, aux objectifs de protection de l'environnement qui sont fixés par la loi. Il nous a semblé que la réduction des émissions de gaz à effet de serre était quand même un élément substantiel de la loi. Or, il n'est pas pris en compte cet élément dans cette annexe, ce qui nous semble quand même invraisemblable, qu'il y a eu, à nos yeux, la volonté d'arbitrage entre des sources d'énergie. Nous pensons que si cette volonté d'arbitrage doit exister, elle relève plutôt du Parlement qu'elle ne relève des administrations. Ça nous semble même de très mauvaise organisation de notre démocratie que de laisser à des administrations le soin de faire ces arbitrages, alors que ça relève, à notre avis, de la volonté de l'expression, de la volonté générale du peuple français, et que ces dispositions devraient être insérées dans la loi, si telle est la volonté du législateur. Je pense d'ailleurs que si on ne l'y a pas proposé, c'est probablement parce que le législateur ne l'aurait pas accepté. S'agissant des surcoûts qui pourraient être entraînés par l'ART 2012, vous les connaissez aussi bien que moi, je n'y reviens pas, mais nous, naturellement, nous les avons pris en compte parce qu'ils sont essentiels dans notre travail de la CCEN. Et je termine en vous disant qu'au fil des négociations, qui ne sont d'ailleurs pas achevées, puisque nous attendons toujours la proposition révisée de la DHUP, il nous a semblé que le pouvoir réglementaire de la DHUP redoutait de nous affronter de nouveau sur le terrain du droit. Ils doivent redouter de nous affronter sur le terrain technique, mais nous, c'est sur le terrain du droit, parce que nous en faisons une affaire de principe. Nous ne céderons pas, nous ne laisserons pas passer l'idée qu'il faille plus de 1000 pages pour écrire des dispositions comme celle-ci. Pourquoi nous ne le ferons pas? C'est parce que nous avons une conception de l'organisation de notre société que nous voulons absolument préserver. Je vous le disais, nous avons, avec Jean-Claude Boulard, été chargé d'un rapport sur l'appareil normatif français. Nous avons fait beaucoup de recherches et nous avons constaté que des organisations internationales avaient chiffré à 3 points de PIB le coût de notre appareil normatif français. 3 points de PIB, c'est pas loin de 60 milliards d'euros. Je ne sais pas si cette évaluation, elle vient de 2 sources différentes. Mais je ne sais pas si cette évaluation est très précise.
quand bien même ce serait que 2 points de PIB, quand bien même ce serait 1,5 point de PIB, quand bien même ce serait 1 point de PIB. Est-ce que vous ne croyez pas que dans la situation de lenteur de notre économie, nous devions conserver des éléments qui soient aussi handicapants? Est-ce que c'est précisément pas ce sur quoi nous pourrions avoir une action immédiate, puisqu'elle ne résulte que de notre propre volonté? Je pense que la volonté du pouvoir politique, qui a parfois beaucoup de défauts parce qu'il fuit beaucoup ses responsabilités, je le dis très franchement, là je pense que c'est un problème administratif de notre pays. C'est cette espèce d'idée que le droit de laboratoire pourra s'appliquer sur un territoire, dans un pays aussi divers que la France, avec des personnalités qui ne sont pas habituées à se faire régir de la manière dont on veut les régir. Donc je crois que c'est un point fondamental. Donc notre recommandation, et je termine par là, Monsieur le Président, donner la parole à un politique, c'est toujours dangereux parce qu'il est bavard. Donc c'est qu'il faut changer notre appareil normatif français. S'agissant de cette annexe, il me semble qu'il ne faut pas recourir au droit dur. Il faut au contraire essayer d'orienter les comportements avec du droit souple, qui est un droit qui vise la qualité, qui vise des objectifs précis de politique publique et qui ne vise pas le respect pointilleux de dispositions techniques qui ont sans doute beaucoup de mérite, mais qui ne permettent pas à nos yeux d'atteindre des objectifs fixés par la loi. C'est de veiller à ne pas créer 2 territoires avec un territoire urbain et un territoire rural. C'est respecter la diversité des bâtis, et c'est faire en sorte que notre pays soit un modèle en matière normative, et non pas l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je termine par là. Vous savez que, alors, je connais mieux le Code civil, parce que, quand vous êtes dit tout à l'heure, j'avais été 35 ans de terre, je connais mieux le droit civil que le droit administratif, qui n'est d'ailleurs pas un droit, c'est une sorte de bavardage administratif. Mais le droit civil français a été copié presque partout dans le monde, sauf le monde anglo-saxon. Eh bien, figurez-vous que notre droit réglementaire aujourd'hui n'est copié nulle part. Ça en dit long. Et maintenant, je me tais, M. le Président.